Cette histoire, elle a commencé par un message sur Signal. La personne qui vient de me contacter, c'est Ariane Lavrieux. Elle est journaliste pour le média d'investigation Disclose. En lisant ces documents, je vais découvrir une des faces cachées de la surveillance de masse en France. J'y apprends que la police et la gendarmerie française détiennent une arme technologique puissante. Une arme qui leur permet de savoir tout un tas d'informations confidentielles sur vous, juste en vous prenant en photo. Tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est totalement illégal et extrêmement dangereux pour notre démocratie. Cet homme, on va l'appeler Roger. Il préfère témoigner de manière totalement anonyme parce qu'il craint les représailles de la police après cette vidéo. Il y a un peu plus d'un an, Roger il participe à un rassemblement Place de la République à Paris. Il y a des policiers qui s'avancent vers lui, qui décident de contrôler son identité, et là il y a quelque chose de vraiment très étrange qui va se passer. Le policier, il sort quelque chose qui ressemble à un téléphone, mais qui est un peu plus gros, un pavé noir, et il essaye de me prendre en photo. Et le policier qui a le téléphone en main demande à ses deux collègues qui se trouvent plus proches de moi, tenez-le. Roger, à la base, il a commis aucun délit. Le truc, c'est qu'il n'a pas ses papiers d'identité avec lui. En fait, je me trouve littéralement contre le mur. Vraiment, je me rappelle de leurs mains qui essaient de me maintenir comme si j'étais dangereux, alors que c'était censé être un contrôle. Et donc, en fait, je me tournais ma tête de ce côté et je grimaçais. Et les deux policiers essaient de me maintenir, de chanter leurs mains, me ganteler. Ils forçaient à ce que je fasse face à la caméra. Et la prise de photo s'est fait super rapidement. Et après, le même N+1 revient et énonce vous appelez tel nom, tel prénom. Et j'avais jamais vu ça auparavant dans une manifestation, même dans un contrôle d'identité. Mais comment ce policier il a pu obtenir toutes ces informations sur Roger simplement en le prenant en photo? Eh bien tout ça ressemble très fortement à de la reconnaissance faciale. Mais comment c'est possible? Parce que vous faites peut-être partie des gens qui, comme moi, pensaient jusque-là que la reconnaissance faciale était interdite en France. Et c'est d'ailleurs ce que les représentants politiques affirment constamment en public. On n'a pas aujourd'hui? Non, on l'a pas. Si, on l'a eu pour les JO, non? Non, j'ai mis en place l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de surveillance généralisée. Ça n'existe pas. Mais en faisant cette vidéo, je vais très vite comprendre que c'est totalement faux. En fait, en France, la reconnaissance faciale, elle est utilisée par la police de manière massive. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2012, très discrètement, le gouvernement il a autorisé la police et la gendarmerie à utiliser un outil de reconnaissance faciale pour consulter un vaste fichier de police. On sélectionne juste son visage, on l'intègre du coup dans notre logiciel et on fait rechercher. Et là, du coup, il nous sort tous les candidats dits potentiels. Ce fichier s'appelle le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. On en reparlera plus tard. Mais son utilisation, normalement, elle est hyper encadrée. Elle doit se faire lors d'enquêtes, de manière exceptionnelle, et surtout par des officiers de police judiciaire qui sont spécifiquement habilités à le faire. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'en interne, ils font n'importe quoi avec cette technologie. Et la première chose qui a éveillé nos soupçons, c'est ce message envoyé par une source confidentielle en 2020. La direction de la gendarmerie nationale a décidé d'élargir massivement l'accès aux fonctions de reconnaissance faciale. Sauf erreur de ma part, la fonction de reconnaissance faciale n'était auparavant ouverte qu'aux officiers de police judiciaire. Cet accès était toutefois restreint. L'ouverture à tous les enquêteurs ne peut que conduire à une utilisation débridée de l'outil et à des erreurs judiciaires. En fait, cette source, elle nous alerte sur le fait que désormais, n'importe quel gendarme de terrain peut utiliser la reconnaissance faciale, même lorsqu'il n'est pas en train de faire une enquête qui le nécessite. Et je découvre très rapidement, en fouillant sur Internet, que c'est aussi le cas de la police. SH, S ou CH? Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je suis pas physionomie, je reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. Ce que les policiers viennent de faire devant les caméras de TF1, techniquement, c'est totalement illégal. Mais attendez, c'est pas fini, parce que des vidéos comme celle-ci, il en existe plusieurs. Je vais vous montrer des petits extraits que j'ai trouvés d'utilisation de reconnaissance faciale, je laisse me plaît. Ouais. Elle, c'est Noémie Levin, et elle est juriste pour la Quadrature du Net. J'ai été la voir pour qu'elle me donne son avis sur ces extraits. Pour savoir si l'individu qu'il contrôle est bien celui qu'il recherche, les policiers vont utiliser un tout nouveau système, la reconnaissance faciale. Hop, on n'arrête pas le progrès. Hop là, progrès. Le logiciel compare le visage de l'homme avec la base de données du fichier des antécédents judiciaires.
Il n'y a rien qui me correspond. Ok, bon, c'est bon. Okay. Allez, bon. Allez, monsieur, bonne journée. Aujourd'hui, cette pratique de prendre en photo les personnes de façon quasi systématique dans la rue ne répond à aucune loi, aucun cadre juridique, et donc pour nous, c'est totalement illégal. D'autant que souvent, dans ce genre de cas, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de notification au procureur, il n'y a pas de notification des droits, donc c'est vraiment une prise de photo sauvage en dehors de ce cadre-là de vérification d'identité qui, lui, est prévu depuis un certain nombre d'années. Selon une note du ministère de l'Intérieur de 2022 qu'on s'est procurée, il est précisé que la reconnaissance faciale ne doit pas être utilisée lors d'un contrôle d'identité. Mais ce que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, c'est qu'en fait les policiers et les gendarmes, ils utilisent la reconnaissance faciale pour un peu tout et n'importe quoi, et notamment dans des contextes où objectivement, il n'y a aucune raison de le faire. Et selon toi, est-ce que tu penses que les policiers sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Je suis même pas certaine. Après, je sais pas, je suis pas dans un commissariat, mais quand, en fait, si on leur met un téléphone entre les mains qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale, à quel moment ils vont se dire qu'on leur met un outil qui est illégal? C'est là qu'il faut prendre une petite minute pour comprendre quel est l'outil qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale et pourquoi ils ne savent peut-être pas que c'est illégal. Depuis 2017, tous les policiers et gendarmes de France ont reçu un nouveau téléphone. Ce téléphone un peu particulier, on l'appelle le NEO, pour Nouvel Équipement Opérationnel. Et il possède un système d'exploitation spécialement conçu pour les forces de l'ordre. Avant, il fallait interroger le central pour obtenir des informations sur le conducteur. Désormais, le militaire fait tout lui-même, armé de son téléphone. Ce téléphone Néo, il permet aux agents de police et de gendarmerie de faire pas mal de choses directement sur le terrain. Par exemple, lors d'un contrôle routier, il peut scanner une plaque d'immatriculation pour obtenir des infos sur le véhicule. Il peut aussi scanner une carte d'identité ou un permis pour savoir si vous êtes par exemple une personne recherchée. Et maintenant, j'ai moyen de faire une interrogation multiple de différents fichiers, c'est-à-dire personnes recherchées, permis de conduire et des personnes recherchées dans l'espace Schengen. En fait, on a une vitesse d'interrogation qui est supérieure et le côté nomade de l'appareil qui permet de nous affranchir de nos véhicules. Mais ce qu'on vous dit pas dans ces reportages, eh bien, c'est que le téléphone Néo, il peut faire bien plus que ça. Je sais pas si vous vous rappelez du logiciel de reconnaissance faciale qu'on a vu en début de vidéo. Et bah, ce qu'on a découvert, c'est qu'il est aussi disponible sur les téléphones Néo. En gros, pour faire très simple, un logiciel qui est normalement strictement réservé aux enquêtes avec des accès très restreints, a été mis directement sur les téléphones portables de policiers lambda, pas du tout habilités à l'avoir. Résultat, n'importe quel policier sur le terrain peut techniquement vous prendre en photo avec son téléphone, l'importer dans cette interface pour lancer une recherche grâce à la reconnaissance faciale. Et sur les documents que Disclose m'a fournis, j'ai même découvert que la police fait circuler en interne des manuels d'utilisation de cet outil de reconnaissance faciale. L'interface que vous voyez là, c'est sur ordinateur, mais selon nos sources qui travaillent à la police, c'est exactement la même sur téléphone. Pour des raisons de droit à l'image, on a décidé de recréer la procédure avec ma propre photo. Et ce manuel, il explique que l'outil est capable de traiter tout type de photos, qu'elles soient de face, de côté, de profil, ou même très anciennes. Ouais, même cette photo de moi il y a 20 ans est censée fonctionner et me retrouver dans la base de données, si j'y suis bien sûr. Et ça, c'est clairement flippant. Le logiciel, en seulement quelques secondes, présente ensuite les 200 résultats les plus pertinents avec un taux de probabilité qui s'affiche quand on passe la souris. Mais à quel point cet outil est utilisé lors d'un banal contrôle d'identité? Est-ce que c'est vraiment courant? Sur les conseils d'Ariane, je me rends à Marseille pour rencontrer d'autres témoins. Bon, visiblement à Marseille, ce genre de contrôle, il est assez fréquent. On a eu pas mal de témoins et de preuves qui racontent avoir été pris en photo pendant un contrôle d'identité. Donc là, je me trouve à Place d'Aix, qui est un endroit où il y a une énorme présence policière, une présence policière même constante. Et je vais à la rencontre d'Ahmed, qui a été pris en photo lors d'un contrôle pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Ahmed vient juste d'arriver et là il m'explique qu'il est pâtissier et que lui il traîne très souvent sur cette place avec ses amis. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Il y a un soir où tu traînais ici, il y a eu un contrôle un peu particulier, pas comme d'habitude. Tu peux m'en parler? Nous étions assis sur la place de Porte d'Aix sur les bancs publics. Ils ont débarqué avec les fourgonnettes de tous les côtés. Ils sont arrivés, ils ont commencé direct les contrôles. Il n'y a pas d'étape comment ça s'est passé ou quoi. Direct arrivé, direct commencer les contrôles. Après, ils nous ont pris en photo. Ils ont regardé sur leur téléphone, ils ont vu que je suis régularisé et tout. Ils m'ont laissé tranquille. C'est donc la deuxième personne avec Roger qui me raconte cette histoire. Celle d'un policier qui prend en photo quelqu'un pendant un contrôle et qui obtient ensuite des informations sur la personne. Mais dans une enquête comme celle-ci, pour prouver qu'une pratique elle est courante, il me faut plus de témoignages. Je décide donc d'aller dans un autre quartier où j'ai rendez-vous avec un homme qu'on va appeler Marco. Il m'attend devant une petite épicerie avec plusieurs de ses amis. Ils nous prennent en photo quand on est calés entre nous.
Puis même quand ils passent, on n'a pas le choix. Si on dit non pour prendre la photo, ils se mettent à nous taper dessus. Ils nous laissent vraiment pas le choix. Et là, je vais halluciner, parce qu'en fait, tous les amis de Marco m'affirment qu'ils sont régulièrement pris en photo par la police. Genre, on s'est fait prendre en photo un nombre de fois, genre, c'est... Je peux même pas les compter. Là, des fois, ils te demandent même pas ta carte d'identité. Ils te la demandent même pas. Genre là, maintenant, ils peuvent te la demander, mais ça se fait de moins en moins. Pendant cette interview, je me rends vraiment compte de l'ampleur du phénomène à Marseille et surtout de l'impunité dans laquelle les policiers évoluent ici. Et pourquoi vous n'êtes pas chaud pour témoigner à visage découvert? Vous avez peur de quoi? Se mettre des policiers à dos, la vérité, ça peut que être contre nous. On a l'impression de témoigner contre la Cosa Nostra, genre on dirait que c'est une mafia en vrai. Alors qu'ils sont censés être là pour que les gens soient sereins, genre c'est la police. Marco, il accepte quand même de prendre un peu de temps pour m'expliquer exactement dans quel contexte il a été pris en photo par un policier. Je me suis fait contrôler avec un ami en allant à la pêche. On s'est fait suivre sur 200-300 mètres. Ensuite, ils nous ont mis les gyros. Ils nous ont fait descendre du véhicule. Ils ont fouillé la voiture, de partout. Ils ont fouillé le véhicule. Ils n'ont rien trouvé. Il m'a demandé ma pièce d'identité. Je lui ai donné. À ce moment-là, il a pointé son téléphone de service sur ma tête, peut-être sur un ou deux angles. Ensuite, il y a eu une reconnaissance faciale. J'ai vu que sur le téléphone, il y avait une genre de fiche, un genre de truc avec le nom, prénom. J'ai pas eu le temps de bien voir parce que le téléphone était de son côté, mais j'ai aperçu, on va dire, voilà, qui avaient des informations sur le téléphone. Et ils vous expliquent quelque chose dans ces moments-là, les policiers? Non, notamment quand on demande le motif du contrôle, il y en a pas. C'est juste un contrôle. On respectait les limitations de vitesse, commis aucun délit routier, donc je vois pas pourquoi on se serait fait contrôler. Et tu savais que c'était illégal? Je m'en doutais, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils ont plein pouvoir. C'est-à-dire qu'ils aient le droit ou pas, je pense que ça va rien changer, parce qu'ils le font quand même, et ça change pas grand-chose à tout ça. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi les policiers en interne, ils décident de faire ça, même quand les gens ont leur carte d'identité. Alors évidemment, avec Disclose, on a envoyé un mail au ministère de l'Intérieur pour leur demander pourquoi leur agent de terrain avait désormais accès à la reconnaissance faciale, hors de toute enquête et de tout cadre légal. On n'a jamais reçu de réponse. Mais grâce à Disclose, j'ai quand même pu échanger avec un policier qui, lui, refuse d'utiliser cette technologie. Et d'ailleurs, comme tout le monde dans cette vidéo, il avait lui aussi très peur de témoigner, parce que ça pourrait lui faire perdre son travail. Alors pour des raisons de sécurité, on a enregistré ses propos avec une autre voix. J'ai discuté avec pas mal de gars à Marseille qui me disent que des policiers les prennent très souvent en photo avec leur téléphone Néo pour faire de la reconnaissance faciale, alors que même parfois ils ont leur carte d'identité. Pourquoi ils font ça selon vous? Je pense que c'est une consommation par habitude. C'est devenu complètement usuel. On est dans une ville où c'est le Bronx. Les gars, ils contrôlent 10-15 gars à la journée, toujours les mêmes têtes. Alors ils disent voilà, bim, je le prends en photo, je sais qui c'est. Évidemment qu'il y en a qui abusent avec la reco faciale. Je vais pas mentir en disant qu'ils le font pas. Il y en a forcément qui le font. Qu'est-ce que ça t'inspire sur ce genre de pratique? Le Far West, en tout cas l'absence totale l'impunité. Les policiers peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent prendre en photo ce qu'ils veulent, peuvent savoir qui est qui tout le temps. Et la reconnaissance faciale est l'outil qui leur permet de savoir qui est qui tout le temps. L'État n'est pas censé savoir qui on est, n'est pas censé savoir ce qu'on fait. Ce n'est que par certaines exceptions qu'on est censé lui attribuer des capacités de surveillance ou de savoir. Là, on est sur un renversement total. Quand on dit l'État policier ou surveillance de masse, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un policier il peut exactement savoir sur nous en faisant une reconnaissance faciale? Pour le comprendre, il faut que je vous parle du TAJ, le fameux fichier de police dont on parle depuis tout à l'heure, le traitement des antécédents judiciaires. C'est un immense fichier de police, et quand je dis immense, c'est vraiment immense. Aujourd'hui, on considère que le TAJ, il contient 18,9 millions de fiches et 9 millions de photos. Juste pour que vous compreniez bien, ça représente quand même un tiers de la population française. C'est sûr que c'est très pratique, on sait direct à qui on a affaire. Mais attention, c'est vraiment à double tranchant, parce que le TAJ, on n'a pas forcément que des mauvaises personnes dedans. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être moi. Si vous avez déjà eu affaire à la police, il y a de très fortes chances que vous soyez dedans. Et attention, pas seulement si vous avez commis un délit ou un crime. Vous pouvez aussi être dans le TAJ simplement en tant que victime. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez porté plainte pour un vol de téléphone portable ou pour une agression, eh bien vous êtes dans le TAJ. Donc si c'est votre cas concrètement,
qu'est-ce qu'il y a dans votre fiche? Il y a des choses un petit peu banales, hein, comme votre nom, votre date de naissance, votre adresse, votre profession, l'identité de vos parents, parfois votre photo, mais il y a aussi le motif de votre passage devant la police. C'est là que ça devient vraiment intrusif. Parce qu'en fait, ces fiches, elles peuvent révéler indirectement des informations très personnelles. Je vous donne juste quelques exemples comme ça. Imaginez que vous portez plainte un jour pour, je sais pas, une insulte homophobe. Eh bien, cette plainte, elle sera inscrite dans le TAJ et donc, indirectement, eh bien, votre orientation sexuelle peut être déduite. Autre chose, imaginez que vous êtes interpellé en marge d'une manifestation. Ça sera inscrit dans le TAJ et du coup, votre engagement politique, eh bien, il peut apparaître. Autre chose encore, imaginez que vous avez été victime de violences dans votre enfance. Eh bien, ces informations qui sont très personnelles, elles ont de grandes chances d'être inscrites dans le TAJ et ce, jusqu'à la fin de votre vie. Toutes ces informations, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, la vie privée, ce sont des choses extrêmement intimes. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, désormais n'importe quel policier sur le terrain peut vous prendre en photo avec son téléphone et obtenir en quelques secondes toutes ces informations sur vous. Souvent on dit « Ah, j'ai rien à me reprocher », mais tout dépend de qui fixe les reproches. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans les reproches de l'État, mais demain, qui sait? Et donc c'est pour ça qu'il faut juste pas que l'État ait ces informations-là, parce que il va en abuser. Le fichage, il est né il y a très longtemps, fin du 19e siècle. Au début, c'était pour trouver les personnes récidivistes. C'était l'objectif affiché qui pourrait paraître légitime. Et en fait, assez vite, le fichage, il a été utilisé pour ficher les étrangers, pour ficher les gens du voyage. Et en fait, il y a tout un système qui a été créé qui donne une légitimité à l'État de connaître certaines personnes. Ce système de fichage, on est arrivé en 1940. En fait, il a fallu très peu de changements pour qu'il puisse permettre à cibler les juifs, les communistes, toutes les personnes qui ont été tuées par le régime de Vichy. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système, il était déjà là depuis 40-50 ans. Et qu'il faut juste un petit changement de curseur pour pouvoir aller chercher les gens chez eux, aller leur nuire. Et en fait, cette capacité qui est donnée à l'État d'avoir de l'information sur nous, elle est clairement pas neutre. Elle pourrait paraître immatérielle, mais l'information, c'est du pouvoir. Ce que j'essaie vraiment de vous expliquer à travers cette vidéo, c'est que le risque aujourd'hui, il est énorme, et bien plus qu'il y a 80 ans. Parce qu'aujourd'hui, ces fiches, elles sont numériques, elles sont accessibles par n'importe quel policier, grâce à son téléphone, n'importe où, n'importe quand, et comme on l'a vu dans cette enquête, bien une simple photo, ou même, on n'en a pas parlé ici, mais aussi des vidéos de caméra surveillance, peut désormais vous identifier à votre insu, de manière très précise et très intime. Alors j'ai pas envie de vous déprimer avec toutes ces informations, et c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression qu'on peut pas y faire grand chose, mais comme le dit Noémie, l'information c'est le pouvoir, et c'est pourquoi il est selon moi important que vous soyez au moins au courant de ce qui se passe. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite vraiment à aller sur le site du média Disclose, ils font un boulot d'enquête incroyable, et je vous invite notamment à aller lire l'article d'Ariane Lavrieux, c'est elle qui a mené cette enquête avec Lionel Perrin. Ils ont aussi mis en ligne un guide avec la Quadrature du Net pour savoir comment réagir quand on est contrôlé et savoir ce que la police a le droit ou non de faire dans ce genre de cas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à très bientôt.